le Président du Sénat, Madame la Présidente de la délégation, Mesdames et Messieurs, le Président Larcher a rappelé tout à l'heure les circonstances de la création, il y a 20 ans, de 2 délégations parlementaires aux droits des femmes à l'Assemblée nationale et ici au Sénat. Il nous a semblé, en organisant cette journée, qu'un retour historique sur les circonstances de la création de ces délégations parlementaires aux droits des femmes s'imposait pour célébrer dignement cet anniversaire. Je vous invite donc tout d'abord à regarder un bref passage de la discussion au Sénat des propositions de loi qui devaient conduire à la création de notre délégation aux droits des femmes. Dans cette vidéo, vous verrez à la tribune du Sénat Dina Derrick, première présidente de la délégation, à laquelle le président Gérard Larcher et la présidente Annick Billon viennent de rendre hommage, et Hélène Luc, ici présente, à ma droite, et que je salue, qui a été l'auteur de l'une des propositions de loi alors en discussion. Nous sommes le 20 mai 1999. Une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Nous rejoindrions ainsi les parlements de 6 autres pays membres de l'Union européenne et le Parlement européen qui se sont déjà dotés d'instances spécialisées. En conclusion, je voudrais vous faire part d'un vœu qui m'est personnel, que cette délégation devienne très vite sans objet. Cela signifierait que l'égalité serait concrètement et durablement réalisée. Il s'agirait là d'une grande avancée de la démocratie. Nous nous apprêtons à changer un article dans la Constitution à la fin du mois de juin, avec le Congrès de Versailles, afin que la parité y soit inscrite. Cela a donné lieu à un grand débat, comme tout le monde s'en souvient, au Sénat, mais finalement, les 2 assemblées ont voté à l'unanimité ce texte sur la parité. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, un large consensus s'est fait sur le principe même de la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, tant les inégalités et discriminations sexistes sont perceptibles, insupportables à notre époque, dans notre démocratie. Quand ils ont voté la loi créant dans chaque assemblée une délégation aux droits des femmes, nos prédécesseurs sont partis du constat que l'égalité entre femmes et hommes était, entre guillemets, un enjeu de civilisation. Car, je cite l'une des propositions de loi fondatrices, « La société, pour progresser, se développer, a besoin de toute l'intelligence humaine, des femmes et des hommes. » En 20 ans, ces remarques, vous l'avez compris, n'ont pas pris de ride. Parmi les origines des délégations parlementaires aux droits des femmes, il faut citer le contexte bien particulier de la 4e conférence mondiale sur les femmes de Pékin en 1995, qui a encouragé une prise de conscience de l'universalité des discriminations et inégalités aux dépens des femmes. Ce sommet de l'Organisation des Nations Unies a aussi créé une dynamique mondiale en faveur des droits des femmes, toujours active aujourd'hui. Cette rencontre internationale a suscité le besoin de structures parlementaires spécialisées dans le droit des femmes pour faire vivre dans les assemblées parlementaires la dynamique de Pékin. La référence à Pékin est donc très présente dans les débats de 1999 et ce point devait être rappelé ce matin car dans quelques mois, en juillet 2020, se tiendra ici à Paris un forum international pour faire le bilan de Pékin plus 25. Un autre élément de contexte qu'il faut relever, et ça a été évoqué tout à l'heure dans la vidéo, c'est la révision constitutionnelle de 1999 qui a inscrit dans notre Constitution le principe d'égal accès aux mandats électoraux et fonctions électives. Cette réforme a été discutée au Sénat le 26 janvier 1999, puis le 4 mars 1999 et enfin adoptée par le Congrès à Versailles le 28 juin 1999. Le débat sur la création des délégations parlementaires aux droits des femmes s'est donc situé dans le même calendrier que l'inscription du principe de parité dans notre Constitution. C'était évidemment une période fertile en avancée pour les droits des femmes qui s'est produite il y a 20 ans.
En 1999, avant l'entrée en vigueur des lois sur la parité, le président du Sénat, Gérard Larcher, l'a rappelé, le nombre de femmes élues au Parlement était très faible. 19 femmes au Sénat, soit 6% de l'effectif, et 63 à l'Assemblée nationale, soit 11%. Pas véritablement mieux. Il faut se rendre compte que le Sénat de 1946, qu'on appelait Conseil de la République, sous la Constitution de 1946, avec 21 conseillères de la République, comptait plus de femmes que le Sénat de 1999. Aujourd'hui, il est évident qu'avec un tiers de sénatrices, 116 femmes sur 348 sénatrices et sénateurs, la physionomie de notre hémicycle est bien différente. Et pour ma part, élu en 2014, j'avoue ne pas vraiment pouvoir imaginer l'époque où il n'y avait dans notre Assemblée que 7 sénatrices, comme c'était le cas en 1980, année de ma naissance, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. 20 ans après, la vie politique s'est indéniablement féminisée. La parité a fait des progrès sensibles, plus particulièrement dans les départements, mais beaucoup des constats qui étaient établis en 1999 par nos prédécesseurs sur les inégalités entre les femmes et les hommes restent toujours valables. La conciliation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales pèse encore trop souvent sur les parcours professionnels des femmes, avec des conséquences très défavorables sur leur retraite. La précarité menace davantage les femmes et les difficultés des familles monoparentales concernent essentiellement les femmes. L'orientation scolaire et professionnelle des jeunes filles et l'insuffisante mixité des métiers aggravent les inégalités professionnelles. Enfin, les violences. On en a déjà parlé, plus particulièrement les violences au sein des couples, constituent encore aujourd'hui, en 2019, la première, la plus grave des inégalités entre les femmes et les hommes. Le nombre effroyable des victimes de féminicide, notamment cette année, en est la glaçante illustration. 1999 avait été déclarée année européenne contre les violences faites aux femmes. Nous sommes 20 ans plus tard, et a-t-on fait beaucoup de progrès? A-t-on fait suffisamment de progrès dans ce domaine? Vous connaissez comme moi la réponse qui est négative. La délégation aux droits des femmes a donc encore beaucoup de travail et beaucoup de défis à relever, de veille, mais pas seulement, de propositions aussi et d'actions. Et le vœu de Dina Derrick que cette délégation devienne très vite sans objet ne doit pas être évidemment seulement un vœu pieux, mais il est notre responsabilité que l'action de la délégation aux droits des femmes perdure avec ces 3 missions de veille, de proposition et d'action. Nous avons la chance ce matin de compter parmi nous d'anciens collègues dont le témoignage nous a semblé important pour rappeler les débuts de notre délégation. Je suis très heureux donc d'accueillir Madame Hélène Luc, Madame Danielle Pourteau et Monsieur Alain Gournac, auxquels je vais passer la parole, les unes et puis le dernier, pour des interventions de quelques minutes. Madame Luc, vous avez été sénatrice du Val-de-Marne de 1977 à 2007 et vous avez présidé le groupe communiste au Sénat de 1979 à 2001. Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte vous avez pris l'initiative, avec d'autres collègues de votre groupe, de créer cette délégation aux droits des femmes? Merci. C'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que j'ai accepté de participer à cette réunion aujourd'hui. Et je voudrais remercier Monsieur le Président, même s'il est obligé de partir, d'honorer de sa présence cette journée du 20e anniversaire de la création de la délégation des femmes. Merci, Madame la Présidente, d'avoir saisi cette occasion qui permet de mesurer les résultats obtenus, mais aussi tout ce qui reste à faire, femmes et hommes ensemble, pour que la parité devienne réelle dans tous les domaines, et notamment pour l'égalité professionnelle et pour que plus un homme n'attente à la vie d'une femme. J'ai voulu pour ma part, merci aussi à Valérie Duchesne et son équipe qui nous a donné de nombreux documents qui nous rappellent ce qui s'est passé et je pense que c'est très important pour nous tous. J'ai voulu pour ma part vous parler plus spécialement de la période qui a précédé la mise en place de la délégation des femmes. Ce combat pour la place des femmes dans la vie publique a commencé depuis bien longtemps.
Mais le Congrès mondial des femmes de Pékin en 1995 a continué à constituer une étape importante. C'est pourquoi j'avais proposé au président Monory que le Sénat prenne en charge l'envoi d'une déléguée par groupe, ce qu'il a accepté, mais malheureusement, seul le groupe communiste a désigné sa déléguée, Michel de Messine, ici présente, devenue ministre par la suite. À son retour, on ne pouvait en rester là. Nous avons fait le tour de tous les groupes politiques pour proposer au président Monory la création d'une commission sur la place et le rôle des femmes dans la vie publique. Le président nous reçoit à déjeuner un 8 mars, pensant peut-être que le problème serait réglé. À la fin du repas, désignées par les 19 sénatrices, je fais nos propositions. Il se déclare tout à fait d'accord avec nos objectifs pour les femmes, mais, affirme-t-il, tout cela peut se discuter dans les commissions déjà existantes. Au bout de quelques mois, notre proposition de loi mise à l'ordre du jour est votée par le Sénat, une grande victoire. Et le Sénat était précurseur, pour une fois. Les sénateurs se demandaient, mais qu'est-ce qui arrive aux sénatrices de vouloir bousculer les traditionnelles commissions ? Avec le débat sur la confirmation de la loi Veil après 10 ans d'existence, pendant 4 jours et 4 nuits, épuisés d'avoir entendu tout ce que vous savez, mais confortés par les sénateurs qui nous soutenaient, comme Charles Lederman, Claude Essier, malheureusement disparu, M. Neuwirth, disparu aussi, M. Gournac, je n'oublie pas, M. Lagauche, et évidemment M. Larcher, qui était alors président de la commission des lois. Notre commission constituée, nous nous sommes réunis 15 fois et avons auditionné 32 personnalités, historiennes, sociologues, partis politiques, associations féminines, femmes solidaires, femmes catholiques, toutes et tous se réjouissant d'être écoutés. C'est ainsi que l'on entendait des expressions comme celle-ci parmi les sénateurs. Mais au fait, c'est vrai, pourquoi les femmes n'accèdent pas aux plus hautes responsabilités ? Ou bien, trouvez-moi des femmes qui s'intéressent à la politique et je leur donne tout de suite des responsabilités. Ou encore, il faut une volonté plus grande d'ouvrir largement la vie publique aux femmes. Vous entendez bien, largement, pas complètement. La vie publique. Et c'était quelqu'un qui défendait la parité. Mais voilà, on en était là. La vie publique aux femmes, ou bien il faut faire confiance à l'évolution de la société. Cela, vous le comprenez, nous confirmait qu'il fallait aller au bout et ne rien lâcher sur l'exigence de la parité. Avec Michel de Messine, Daniel Pourteau, Nelly Olin, Nicole Borvo, Odette Terrade, nous avons reçu un renfort de poids avec Michel Perrault, historienne, que je salue, pour démontrer qu'il fallait changer de braquet et l'inscrire dans la loi constitutionnelle. Elle s'est réjouie qu'enfin on établisse un diagnostic de l'état de la participation des femmes dans les lieux de pouvoir économique et politique. Elle a rappelé que les difficultés ont toujours entravé l'accès des femmes à la vie publique, qu'il s'agisse des démocraties contemporaines ou de la cité grecque. Le cantonnement des femmes, disait-elle, dans la sphère privée et domestique, la vie publique et le pouvoir politique étant réservés traditionnellement aux hommes, serait ainsi, a-t-elle relevé, un principe majeur de la société française. La famille, le foyer étant considérés en France au XIXe siècle comme l'élément naturel des femmes, mais aussi à l'idée d'une utilité sociale dans une complémentarité harmonieuse des deux sexes. Notre amie Gisèle Halimi, combattante de toujours pour les droits des femmes, avait noté les conditions dans lesquelles sa proposition consistait à ce qu'aucune liste ne devait comporter plus de 75% de noms du même sexe, a été invalidée au Conseil constitutionnel en 1982.
Elle avait indiqué que dans un sondage paru en 1996, 86% des Français se prononçaient pour une parité institutionnelle. Elle se prononçait pour une politique volontariste, également contre le cumul des mandats. Le mode de scrutin a été très souvent abordé, faisant ressortir que la proportionnelle favorisait l'élection des femmes. J'avais donné l'exemple de notre groupe où les 6 femmes sur 13 sénateurs, toutes étaient élues au scrutin proportionnel. C'est par le vote de notre proposition de loi du groupe communiste ainsi que celle du groupe socialiste déposée par Daniel Pourteau et Claude Estier que fut adoptée la décision d'inscrire dans la Constitution la parité et la constitution d'une délégation aux droits des femmes et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Le Congrès de Versailles adoptait cette loi constitutionnelle en juin 1999. Ce fut un congrès historique. Je déclarais « Les femmes sont en effet un ferment de changement et d'une moralisation dont la société a un besoin urgent, si vital, et qui redonnera à la vie politique sens. Il ne m'appartient pas de juger le travail effectué par la délégation avec les différentes présidentes que je veux remercier et saluer. Mais je veux vous dire que je suis très impressionnée par le travail accompli par cette délégation, mais préoccupée aussi par celui des inégalités qui persistent, comme l'ont révélé les Gilets jaunes, et aussi par la remise en cause des droits acquis, comme pour la retraite, dont les femmes et les hommes seraient les premières touchées. Celui, évidemment, des féminicides qui mobilisent tant de femmes et d'hommes. Il est fini le temps où l'on appelait ça un crime passionnel. C'est un problème de civilisation. Il faudra, j'en suis certaine, accepter d'attribuer le milliard d'euros que le collectif de femmes juge nécessaire pour leur permettre de prendre leur décision, de quitter leur mari, non pas en fonction de l'argent qu'elles ont ou le logement, mais en fonction de leur sécurité et de celle de leurs enfants. Et puis, comme le dit le magistrat Frémiot, que je veux saluer aussi, pourquoi ce serait la femme et les enfants qui devraient quitter le foyer? Cela doit changer. Il y a longtemps que ce problème est posé. Déjà, lorsque notre délégation se préoccupait des femmes battues, à l'époque, n'est-ce pas, madame, vous vous rappelez, j'avais eu des exemples précis que j'avais fait connaître au Sénat en revenant de l'Assemblée générale de l'association Tremplin 94, dans le Val-de-Marne. Que de temps s'est écoulé depuis que mon amie Marie-Thérèse Gutmann, qui m'a précédée, s'est présentée en pantalon devant l'hémicycle. Ce qui était interdit, mais c'était en 1973 ou 1974. Nos huissiers, confus, lui ont dit « On va être obligé d'appeler la police ». Depuis, les sénatrices et les personnels féminins de la séance pour le compte-rendu du débat rentrent en pantalon. En 1977, lorsque je suis arrivée au Sénat, il n'y avait, cela paraît incroyable aujourd'hui, aucune femme agent pour travailler auprès des groupes, aucune femme au perchoir dans la haute administration, aucune femme chauffeur, aucune huissière. Aujourd'hui, mes amis Eliane Assassi et Laurence Cohen continuent le travail que nous avons entrepris. Maintenant, 3 femmes sont rentrées au Panthéon avec Simone Veil, mais je voudrais dire, je pense en tout cas, que le compte n'y est pas encore. Marie-Claude Vaillant-Couturier, du camp de Ravensbrück, qui a témoigné au procès de Nuremberg au nom de toutes les déportées d'Europe, y a, à mon avis, sa place. De même que Danielle Casanova, morte du typhus au camp d'Auschwitz, car, comme infirmière, elle allait soigner les malades, et qui organisait les femmes dans le camp, et qui, en 1936,
a créé l'Union des jeunes filles de France pour les appeler à apprendre un métier, prendre leur place dans la vie économique et politique, association qui m'a entraînée dans la vie politique. Le musée de la Résistance nationale de Champigny... Madame la vice-présidente, vous avez encore combien de pages, Madame la Présidente? Je termine. Il faut en laisser pour les autres. Le musée de la Résistance nationale de Champigny, auquel je travaille, avec l'Association des musées de France, va rendre aux femmes, à toutes les femmes résistantes, la reconnaissance à laquelle elles ont droit, à celles qui étaient agents de liaison, celles qui transportaient des armes dans leur sac, ou comme cette jeune fille de 17 ans, Madeleine Riffaut, qui a tué le premier Allemand en plein Paris, en plein jour. Le vœu que je formule en terminant, Madame la Présidente, c'est que les femmes, ça me rappelle les temps où le président nous arrêtait de parler, c'est que les femmes qui donnent la vie, toujours si promptes à veiller à ce qu'elles s'épanouissent, soient à l'avant-garde pour gagner la bataille du climat. Elles le seront, j'en suis sûre, fidèles au combat humaniste et contre la violence que leurs aînés ont mené par le passé, et tant mieux si Greta, toute jeune, une tragédienne des temps modernes, pourrait-on dire, aide la mobilisation pour sauver la planète bleue comme une orange, comme l'a dit Paul Éluard. Je nous souhaite un bon travail, chers amis. Merci. Madame Danielle Pourteau, vous avez été sénatrice de Paris de 1995 à 2004 et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes, après avoir, vous aussi, porté une proposition de loi au nom du groupe socialiste du Sénat pour créer une structure parlementaire spécialisée dans l'égalité entre les femmes et les hommes. Souhaitez-vous témoigner de votre engagement et de la démarche dont vous avez pris l'initiative il y a 20 ans, en 1999 ? Merci, monsieur le sénateur. Et je vais essayer de témoigner brièvement de cette aventure. Alors, je voudrais commencer également par remercier très sincèrement la présidente Annick Billon de cette initiative qui nous permet de revenir sur la création de cette délégation et de ces délégations et sur ses travaux. J'avoue éprouver également ce matin à la fois du plaisir et de l'émotion à évoquer ce travail qui a été un grand moment de mon mandat sénatorial. Je voudrais saluer mes anciennes et anciens collègues, la présidente Gisèle Gauthier, et avoir à mon tour une pensée émue pour ma collègue et amie Dina Déric, qui a été, cela a été rappelé, la première présidente de la délégation et qui nous a malheureusement quittés très rapidement après. J'ai peu de temps et je voudrais donc revenir rapidement sur le pourquoi et le comment j'ai été amenée à déposer avec mes collègues la proposition de loi qui a conduit à la création de la délégation. Pourquoi ? Je vous parle à mon tour d'une époque préhistorique où j'avais été élue en septembre 1995 dans un Sénat qui comptait, cela a été rappelé, 18 femmes, soit 5,6% des sénateurs, 6 étaient membres du Parti communiste, 5 du groupe socialiste, 1 du groupe RDSE, 1 Union centriste, 2 républicains indépendants et 3 RPR. Elles étaient moins de 40 à l'Assemblée nationale. Mais le débat sur la place des femmes dans la vie politique commençait à s'installer dans les partis, la société et bien sûr les assemblées. Cela a été rappelé avant moi. C'est ainsi que le Sénat, Hélène Luc vient d'y faire allusion, a mis en place en novembre 1996 une mission d'information sur la place et le rôle des femmes dans la vie publique. J'ai eu l'honneur d'en être membre et de participer en mai 1997 au Sénat belge à la première conférence des organes des parlements des États membres de l'Union européenne chargés de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Passionnant, mais légèrement humiliant, puisque la délégation française
n'avaient qu'un statut d'observateur. La France et la Grèce étaient à l'époque les seuls pays à n'avoir pas d'instance spécifique au sein des parlements. L'une des conclusions de cette conférence européenne avait été d'essayer de créer un réseau européen de ces organes parlementaires de manière à pouvoir travailler ensemble à la progression de l'égalité femmes-hommes. J'ajoute qu'à l'époque, les instances européennes et les gouvernements préparaient une révision de la Constitution européenne dans laquelle les réseaux féministes européens souhaitaient voir inscrire l'égalité femmes-hommes dans les missions centrales de l'Europe. Je venais de faire un rapport sur ce sujet pour la délégation aux affaires européennes du Sénat. Bref, il m'a semblé indispensable que le Parlement français dispose à son tour d'un outil pour travailler à l'égalité. Alors, comment ? La majorité venait de changer à l'Assemblée nationale et avec un petit groupe de collègues députés, nous avons travaillé à une PPL. Quelles étaient les questions à résoudre ? Le statut de cet organe parlementaire et ses pouvoirs. Commission ou délégation ? Je crois que le sujet est toujours d'actualité. Pour moi, l'objectif central était de pouvoir insuffler la question de l'égalité dans l'examen de tous les textes soumis au Parlement, selon le principe du mainstreaming mis en évidence par l'Europe. Le modèle de la délégation pour l'Union européenne, au sein de laquelle j'avais pu constater l'importance d'avoir des représentants de toutes les commissions, s'imposait. À l'époque, les parlementaires ne pouvaient être membres que d'une commission. Ce n'était pas évident. Il m'a fallu convaincre, en particulier Laurent Fabius, devenu président de l'Assemblée nationale, qui nous objectait les Women's Committee américains. La question des pouvoirs de cet organe a été également l'objet d'une bataille. Autosaisine, pouvoir d'amendement, vous connaissez l'équilibre auquel nous sommes arrivés. Il ne restait plus qu'à la faire voter. Le groupe socialiste du Sénat, grâce au soutien de deux de mes éminents anciens collègues que je veux saluer, Pierre Mauroy et Claude Estier, avait accepté de signer et déposer dans une niche de notre groupe cette PPL. Je salue également le soutien de mes anciens collègues ici présents, Serge Lagauche et Roland Courteau. Pour donner plus de poids et rendre solennel le dépôt de ce texte, nous avons décidé, chose je crois assez inhabituelle, de la déposer le même jour sur le bureau du Sénat et celui de l'Assemblée. C'est ainsi qu'elle est finalement passée en première lecture à l'Assemblée. Le parcours s'est terminé parce que je considère comme une victoire le vote du 20 mai et du 12 juillet 1999. Je voudrais saluer le président Poncelet qui a su convaincre la majorité sénatoriale et le président Larcher vient de vous rappeler qu'elle a été votée à l'unanimité. Je terminerai en disant que durant mon mandat, le meilleur exemple de l'utilité de la délégation a été l'examen de la réforme des retraites présentée par François Fillon en 2003. La délégation a vraiment, je crois, amené le Sénat à prendre conscience de l'impact de la réforme sur la retraite et la situation des femmes. Loïc Hervé y a fait allusion tout à l'heure. Il n'est pas impossible, chers collègues, que ce sujet revienne dans vos préoccupations. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, très brièvement rapporté ce qui a été une belle aventure que vous continuez. Je crois malheureusement, effectivement, Madame la Présidente et chers collègues, que les combats pour l'égalité réelle ne sont pas terminés. Merci. Je vais maintenant passer la parole à mon ancien voisin d'hémicycle, Alain Gournac, qui a été sénateur Les Républicains et qui, mon cher collègue, avait participé à la délégation dès sa première réunion en novembre 1999, et vous ne l'avez pas quitté jusqu'à votre départ du Sénat en 2017. Mais Alain Gournac, on le voit encore régulièrement dans les murs de la maison, comme d'ailleurs beaucoup d'anciens sénatrices et sénateurs. Vous en étiez vice-président de cette délégation. Et cher Alain Gournac, quel souvenir marquant de cette période conservez-vous et souhaitez-vous partager avec nous ? Premier souvenir, quand j'ai
je suis allé voir mes collègues pour leur dire que d'entrer dans ce combat. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Mais de quoi tu t'occupes? Mais t'es pas une femme? Non, non. Mais quelque chose d'absolument incroyable. Et ça m'a permis, avant de venir vous voir, de me poser la question. Mais pourquoi je me suis engagé dans ce combat? Parce que je suis 6e d'une famille de 9 enfants. Et mes parents ont été exemplaires dans cette égalité, cette véritable égalité. Car je crois que ça démarre très tôt, le respect entre l'homme et la femme et l'homme. Et puis, alors les hommes politiques vous le diront jamais, parce qu'ils sont tellement forts qu'ils n'ont besoin d'aucun contact. J'ai rencontré un homme exceptionnel, il s'appelle Lucien Neuwirth. Il m'a tout de suite, dès que je suis arrivé, engagé de la lutte contre la douleur, puisqu'on a fait un gros travail. C'était normal, hein, vous étiez malade, donc vous aviez mal. Et de la femme. Et vraiment, j'ai été... mais c'est incroyable, comme Lucien Neuwirth était engagé pour libérer la femme, pour positionner la femme, pour que la femme soit respectée dans notre société. Alors je dois dire que je n'ai pas regretté ma décision, car j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette délégation et j'ai constaté tout le long, et je le dis à toutes les présidentes, un travail extrêmement sérieux et une parole libre. Et une parole libre. On pouvait dire ce qu'on voulait, on pouvait être en désaccord, ça m'est déjà arrivé, mais c'était formidable. Je n'oublie pas la première vice-présidente, la première présidente, Dina Derricks. Je suis très content qu'on lui rende hommage, parce qu'elle démarrait, il fallait démarrer, et ce n'était pas d'une évidence absolue. Elle était très engagée. J'ai eu des discussions personnelles avec elle, elle était très engagée, elle était construite pour ce combat. Alors les moments forts, pour moi, réflexion la femme dans la ruralité. J'ai découvert des situations absolument incroyables. On a eu un petit exemple tout à l'heure, pas de retraite, pas payé, mais faisant fonctionner la ferme. Et puis, les femmes dans nos armées. J'ai vu que l'armée était présente. Sensationnel. J'ai découvert que quand l'officier était enceinte, il n'y avait pas de tenue, donc on venait travailler en civil, qui est assez pratique pour diriger son service. Je le dis, je crois que c'est bien de faire un point, c'est bien de dire que nous avons avancé, mais il y a encore beaucoup à faire. Et je le vois dans la vie tous les jours. Le nombre de femmes battues et même massacrées par leurs compagnons conjoints est inacceptable en 2019. Inacceptable. Et cette année est une année terrible. Mon bilan, un enrichissement au contact de tous mes collègues à la commission et du personnel que je salue. Dans une ambiance digne de notre maison. Je répète, dans une ambiance digne de notre maison. Le respect. Et puis, une petite gloire personnelle. À la mairie du Pec, où j'ai eu l'honneur d'être maire pendant 22 ans, c'est une certaine Laurence Bernard qui a pris ma place, et c'est une femme remarquable. Et puis au Sénat, c'est Martha Tsidrack qui m'a remplacé et qui est une femme formidable. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci Madame Luc, Madame Pourteau, Monsieur Gournac et Madame la Présidente, je vous rends la parole. Merci, chers collègues.